C'est Kublai et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo dans laquelle je vais enfin parler du sujet que vous êtes nombreux à attendre. Vous avez été nombreux à me demander les 8 derniers mois. Ça fait déjà 8 mois que ça dure. D'aborder ce sujet-là. Et aujourd'hui, c'est le jour J. Voilà, je vais en parler, j'ai décidé d'en parler. Je souhaite aussi prochainement tourner un petit peu la page. Comment dire, faire du contenu un peu différent. Donc j'ai décidé d'en parler, peut-être pas une bonne fois pour toutes, mais j'ai décidé d'en parler comme ça. Moi aussi, je peux passer à autre chose. Bref, le sujet de la vidéo, ça va être la guerre en Ukraine. Et pour ça, je vais te faire un petit tour de bagnole la nuit à Vladivostok. Parce que tu vois, à l'écran, en fait, c'est moi qui conduis ma voiture à Vladivostok la nuit. Vladivostok, c'est une ville en Extrême-Orient russe dans laquelle j'étais censé faire ma vie, en fait. J'avais prévu de faire ma vie là-bas. Donc pour planter un petit peu le contexte, j'ai vécu 11 ans en Russie. Je maîtrise très très bien la langue. Je suis même d'origine russe du côté de ma mère. Je suis un passionné de la Russie. Je te parle de la Russie. Alors je vais distinguer en fait la Russie, les Russes et la politique russe, qui sont trois choses différentes. Et ma région de cœur, c'est l'Extrême-Orient russe. Tu vois, je pensais faire ma vie là-bas. Bon, le contexte a fait que j'ai revu mes plans. D'ailleurs, là, actuellement, je m'exprime à l'étranger. Je ne suis pas en Russie. Ce qui me permet aussi de retrouver ma liberté d'expression et d'aborder ce sujet-là aujourd'hui. Et pourquoi j'ai pas parlé de ce sujet avant? Tout simplement parce que je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas faire cette vidéo avant. Tout simplement. Donc la guerre en Ukraine, parce qu'il s'agit d'une guerre. Hein. Alors, petite précision, en Europe, je vois qu'on utilise le mot guerre de partout, etc. Sachez que pour vous, en Europe, en Occident, ceux qui m'écoutez, en fait, le mot guerre en Ukraine, c'est une guerre en Ukraine, on est bien d'accord, tu vois. Mais c'est un mot banal. Mais il faut savoir qu'en Russie, employer le mot guerre ou le mot invasion peut t'amener en prison pour 15 ans. Juste ça, ok? Donc c'est un mot anodin pour toi, mais en Russie, le mot guerre, le mot invasion est interdit. Tu es censé appeler ça une opération militaire spéciale. Bon, on sait tous que c'est une guerre et je pense que quand tu fais une mobilisation, tu fais pas une mobilisation pour une opération, tu fais une mobilisation pour une guerre. Bon. Bref, pareil, si tu, faut savoir qu'en Russie, actuellement, hein, depuis le 25 mars, si je me trompe pas, si tu critiques Poutine, si tu contredis Poutine, les mots de Poutine, si tu contredis même des mots, des choses que d'autres membres du gouvernement ont dit, si tu n'es pas d'accord avec eux, pareil, tu risques la prison. Et ça, c'est depuis le 25 mars 2022, si je ne me trompe pas. Tu as les lois qui sont écrites, etc. Tu demandes à un russophile qui n'est pas un pro-russe maladif, il aura l'honnêteté de te présenter tous les articles. Bref, aujourd'hui, la Russie, c'est devenu un pays bien différent de la Russie d'il y a un an. Donc, la guerre en Ukraine et en Russie, par où commencer? On va commencer par l'Ukraine, hein, parce que c'est quand même la source, c'est là que ça se passe actuellement. Qu'est-ce qui s'est passé en Ukraine? Pourquoi en fait cette guerre a commencé en fait? Il faut savoir que l'Ukraine, c'est un pays, contrairement à la Russie, qui n'est pas fédéral. Il faut savoir qu'en Russie, la Russie est un État fédéral, avec, je vais simplifier, hein, mais des régions en fait, des régions qui ont plus ou moins d'autonomie en fonction de leur statut. Tu as différents statuts, les kraïs, les oblasts, les républiques, etc. République autonome même. Ces régions, en fait, elles ont la particularité d'avoir, par exemple, des fois leur propre langue, leur propre constitution même, leur propre culture. Par exemple, c'est le cas de la région de ma femme. Ma femme est originaire de Bouriatie, qui est en fait une région en dessous du lac Baïkal. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du lac Baïkal. Et en Bouriatie, tu as une constitution propre à la Bouriatie. Tu as deux langues qui se côtoient. Tu as deux langues, le bouriate et le russe.
Tu as le bouddhisme qui est respecté, le chamanisme, tu as également la chrétienté sous différentes formes. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'avais fait une marche dans un village en fait de chrétiens qui étaient contre en fait la révolution chrétienne il y a quelques centaines d'années. Et bref, tu vois, toi, tu as des régions de Russie où en fait, tu as des peuples qui peuvent être complètement différents de l'image que toi tu te fais d'un russe. Par exemple, en Bouriatie, tu vas trouver beaucoup d'Asiatiques qui sont bouddhistes, qui ont une langue mongole. Et tout ça, c'est intégré dans la grande fédération que la Russie. Justement, en Russie, tu as la possibilité en fait de ne pas être russe slave, de ne pas être russe ethnique. Donc un russe slave, c'est quoi? C'est le russe que toi tu t'imagines, plutôt européen, chrétien, orthodoxe le plus souvent, mais qui fait partie voilà, d'une fédération et qui peut voilà, qui permet à des populations comme ça de vivre tranquille, en paix, dans leur région, avec leurs propres particularités ethniques, religieuses, linguistiques, leurs petites habitudes en fait finalement. Et en Ukraine, tu n'as pas ça. En Ukraine, tu as un pays avec depuis quelque temps maintenant une langue. Tu es censé parler uniquement l'ukrainien. L'Ukraine, en Ukraine, on parle ukrainien, on ne parle pas russe, on ne parle pas hongrois, etc. Voilà, c'est ça ce qui s'est passé ces dernières années en Ukraine. C'est-à-dire qu'en fait, en Ukraine, il faut savoir qu'aussi, comme en Russie, mais à une plus petite échelle, on va dire, tu as aussi des peuples différents et même des religions différentes. Par exemple, en Ukraine, tu vas avoir ceux qui se disent ethniquement ukrainiens, qui vont parler ukrainien. Tu as ceux qui ont un passeport ukrainien, mais qui se disent ethniquement russes et qui parlent la langue russe comme langue maternelle. Tu as également des Hongrois. Tu as également les Hongrois qui parlent une langue non indo-européenne, quand même. C'est même pas une langue européenne. Et tu as même des Tatars qui sont en fait un peuple plus proche des Turcs et même musulmans. Tu vois. Donc même en Ukraine, tu n'as pas que des Ukrainiens au sens ethnique et au sens linguistique. Au sens passeport, oui. Mais tu as voilà, différents peuples, différentes langues. Mais à l'exception qu'en Ukraine, tu n'as pas cet été fédéral. Tu n'as pas en fait ces régions qui sont départagées, comme par exemple, tu as une région, on va dire, ukrainienne, tu as une région russophone, ouais. Tu vas avoir une région tatare, tu as une région hongroise, non. Tu n'as pas ça officiellement. Tu as une Ukraine où en fait tout le monde est ukrainien, tout le monde doit parler ukrainien. Ok. Ce qui a amené à des tensions, parce que forcément, moi-même, j'ai voyagé en Ukraine, il faut que tu saches. J'ai été en Ukraine d'est à l'ouest. J'ai été à Kiev, j'ai été au sud de l'Ukraine, et j'ai pu constater pour moi-même, par exemple, que Kiev était très russophone, c'est-à-dire que les gens parlent russe. À l'est de la Russie, pratiquement tout le monde parle russe, se parle russe. À Odessa, tout le monde parle russe, se parle russe. En Crimée, bon, aujourd'hui, la Crimée a été rattachée à la Russie en 2014 déjà, mais bon, tout le monde parlait russe. Et c'est vrai qu'à l'est de l'Ukraine, tu vas à l'est de l'Ukraine, les gens comprennent le russe, mais ils vont te répondre en ukrainien. Donc effectivement, au niveau du constat, qu'il y a des russophones par exemple, parce qu'aujourd'hui on va parler notamment des russophones, on va mettre de côté un petit peu les Hongrois et les Tatars pour le moment. Mais quand on te dit qu'il y a des russophones qui vivent à l'est de la Russie, et que ces gens-là se sentent en général éthiquement russes, et parlent la langue russe à la maison et ont pour première langue la langue russe, ça c'est vrai, le constat est vrai en fait. C'est vrai. C'est vrai que voilà, l'est de la Russie est russophone et même moi qui ai été à l'est de la Russie, tu te croirais en Russie. Voilà, tu te crois vraiment en Russie, même si t'es pas en Russie, tu es en Ukraine. Bref. Et la volonté en fait ces dernières années du gouvernement ukrainien a été en fait d'aplatir tout ça, c'est-à-dire que si tu es hongrois, non, tu dois parler ukrainien. Si tu es russe, vivant en Ukraine, non, tu dois parler ukrainien, tu ne parles pas russe, tu vois. Tout le monde doit parler ukrainien, etc. Il n'y a pas de système fédéral comme en Russie où on aurait pu avoir en fait une Ukraine complète
avec des peuples différents, des langues différentes qui vivent ensemble, comme en Russie. Et ça, c'est l'erreur qui a été faite, selon moi, par l'Ukraine. Parce que pour moi, en fait, il faut savoir que pour moi, en fait, il y a pas un fautif dans cette histoire. En fait, pour moi, aussi bien l'Ukraine que la Russie, et quand je dis l'Ukraine et la Russie dans ce contexte-là, je te parle du gouvernement ukrainien et le gouvernement russe, pour moi, les deux ont fait des erreurs. Et les deux ont fait des erreurs qui ont fait qu'on est aujourd'hui dans ce bourbier, qu'on est dans ce merdier-là. Et l'Ukraine, en fait, l'erreur de l'Ukraine, la première erreur de l'Ukraine, c'est ne pas avoir créé un État fédéral. Et là-dessus, je trouve que les Russes, qui ont réclamé plusieurs fois l'État fédéral, les Russes ont raison. Les Russes ont raison de dire, voilà, l'Ukraine, ça aurait dû être un État fédéral pour que russophones puissent vivre en paix dans leur région, les Hongrois en paix dans leur région, etc., et que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas en fait cette ukrainisation qui consiste à, un petit peu comme en France, à ce que tout le monde doit parler une même langue et tout le monde doit être ukrainien, de langue et d'ethnie. Après, pour le passeport, c'est un peu différent. Ensuite, effectivement, c'est vrai que des tensions en Ukraine, il y en a eu. Il y a eu des guerres civiles en Ukraine. Depuis 2014, il y a eu des bombardements, il y a eu des assassinats, il y a eu voilà, une volonté, comment si tu veux, d'ukrainiser, enfin tu m'as compris, l'Ukraine entière. Et d'ailleurs même Viktor Orban, donc le président de la Hongrie, a tout un programme prévu pour les Hongrois d'Ukraine qui souhaitent quitter l'Ukraine parce que voilà, ils se sentent oppressés par les Ukrainiens, pour que voilà, ils viennent vivre en Hongrie et qu'ils puissent voilà, vivre comment dire, avec des Hongrois, respecter leur culture et leur langue sans subir l'ukrainisation. Voilà. Et là, on en arrive en fait à la première erreur que Poutine a fait, je pense. C'est-à-dire que Poutine, au lieu de se lancer dans le gros merdier dans lequel il est aujourd'hui, il aurait très bien pu, parce qu'en fait, si tu veux, aujourd'hui, on est... en fait, la Russie ne manque pas de terre. La Russie, c'est le plus grand pays du monde. Il y a assez en Russie, il y a assez de terre, assez de surface pour accueillir 4 Ukraines. D'ailleurs, Poutine lui-même le dit, que la Russie n'est pas assez peuplée. D'ailleurs, la Russie a un problème démographique, elle perd des habitants chaque année. Les raisons, on pourra en reparler peut-être plus tard dans cette vidéo. Mais en tout cas, voilà, elle perd la population chaque année. La Russie n'est pas assez peuplée. Certaines régions sont même dépeuplées, comme l'Extrême-Orient russe. Et il y a largement en Russie assez de terre pour accueillir toute la population d'Ukraine, s'il faut. Donc, moi je pense que Poutine, il aurait dû faire comme Orban, c'est-à-dire tout simplement mettre de l'eau dans son vin et offrir des passeports russes aux Ukrainiens de façon très simplifiée, dire écoutez voilà, les russophones d'Ukraine, je sais que vous êtes oppressés ou vous sentez mal en Ukraine, ou il y a une volonté en Ukraine d'ukrainiser, je ne sais pas si c'est le bon mot mais tu m'as compris, l'Ukraine, venez vivre en Russie. En Russie on a plein de places, on vous donne un passeport, la langue vous la maîtrisez déjà, on vous donne, je sais pas, 2 ou 3 millions de roubles chacun pour que vous puissiez prendre un apport pour construire une maison ou un appartement ou acheter une voiture, ou voilà, commencer à vivre. Venez vivre en Russie et puis laissez tomber l'Ukraine. Ça aurait été une solution simple. Là, je pense que Orban a été très pragmatique, juste en offrant des passeports à ceux qui voulaient quitter l'Ukraine. Et je pense que Poutine aurait dû faire pareil. Il aurait dû faire pareil, ça aurait été plus simple, moins cher, il n'y aura pas eu de guerre. Voilà, on n'en serait pas là aujourd'hui. La Russie aujourd'hui n'aurait pas toutes ces sanctions. Ces sanctions, on te fait croire que la Russie, elle n'est pas touchée par les sanctions. C'est faux. C'est faux. Quand tu vis en Russie et que tu veux faire un voyage, regarde le prix des voyages, c'est juste exorbitant. Il faut savoir que les sanctions, c'est aussi un truc
comment dire, qui n'a pas forcément d'effet immédiat. C'est un truc qui va se sentir sur le long terme, tu vois. Bref, tout ça pour dire que voilà, l'Ukraine n'a pas voulu d'une fédération, ce qui je pense a été une erreur. L'erreur de l'Ukraine, c'est ne pas avoir voulu de cette fédération, de vouloir faire en sorte que tout le monde soit ukrainien alors que tu ne forces pas des Russes, des Hongrois ou même des Tatars à être ukrainiens s'ils ne le sentent pas, ils ne se sentent pas ukrainiens et qu'ils ne veulent pas parler cette langue. Et Poutine a fait l'erreur d'attaquer l'Ukraine. Pour moi, c'est une erreur. C'est une erreur d'attaquer l'Ukraine. Alors que ça aurait pu se régler autrement. Effectivement, oui, ça fait pas plaisir de savoir que le Donbass a fait partie a fait partie de la Russie une fois ou fait originellement partie de la Russie où Poutine considère que le Donbass appartient à la Russie. Oui, ça fait pas plaisir de perdre ce territoire-là, mais la Russie, c'est un grand territoire. Il y a largement assez. En fait, en Russie, il y a largement assez de place pour 500 millions de personnes. Tu vois. Là, il y a combien? 147 millions. Bon, il pourrait y avoir 500 millions de personnes en Russie. C'est même ce qu'il faudrait pour que l'économie tourne correctement. Il faudra au moins 300 millions de personnes en Russie. Même Poutine le dit. Et je suis d'accord avec ça. Bref, donc du coup, Poutine, non, il a attaqué l'Ukraine en se disant, tiens, je vais aller sauver les russophones en Ukraine. Sauf que, je pense qu'il a un petit peu sous-estimé en fait déjà la réaction de l'Ukraine. C'est-à-dire que effectivement en Ukraine tu as des russophones en Ukraine qui se considèrent russes ethniquement, qui parlent russe langue maternelle, mais qui veulent rester vivre en Ukraine, qui veulent pas forcément aller vivre en Russie. Tu vois, il y a aussi ces gens-là. Est-ce qu'ils sont majoritaires, minoritaires, je ne sais pas, mais croire que tous les russophones d'Ukraine veulent aller vivre en Russie, non, c'est faux. Il y en a aussi qui veulent rester ukrainiens, bien que leur langue maternelle soit le russe. Donc c'est pas forcément parce que forcément un peuple est russophone qui veut forcément vivre en Russie. Par exemple, au Kazakhstan, les Kazakhs, en fait, la plupart des Kazakhs parlent très bien russe, sont bilingues. Pourtant, les Kazakhs, je ne pense pas qu'ils veulent faire partie de la Russie. Donc si jamais on prend l'excuse seule de la langue et même culturelle quelque part, tu vois, ouais, avant c'était l'Union soviétique, ou voilà, on a des racines communes, etc. Bon, dans ce cas-là, il faudrait envahir tous les pays d'ex-Union soviétique, on ne s'en sort plus, tu vois. Donc la langue, ça suffit pas. Et je pense il a déjà sous-estimé que voilà, parler russe ne veut pas forcément dire je veux vivre en Russie. Ensuite, la réaction. La réaction des Ukrainiens, ils pensaient peut-être être accueillis en héros, mais on s'est vite aperçu que, non, tu vois, il n'a pas été accueilli en héros du tout. Tout de suite, voilà, l'armée russe est rentrée, ils pensaient rentrer comme dans du beurre. Non, il y a eu une réaction, une riposte, tu vois. Ça, c'est une chose. Ensuite, il faut savoir aussi que quand, en fait, en février, le 24 février, je crois, c'est le 24 ou le 21, c'est pas grave, en février, fin février, quand Poutine a attaqué l'Ukraine, en fait, il faut savoir qu'en Russie, on nous l'a pas présenté comme ça. Et même moi, j'ai cru, en fait, Poutine nous a dit, voilà, écoutez, on va en Ukraine, on va pas faire la guerre en Ukraine, c'est pas une guerre, il nous a dit. C'est une opération militaire spéciale. Et moi, quand j'ai entendu ça, je dis ok, bon, c'est pas une guerre, c'est une opération militaire. J'ai vraiment cru au truc, tu vois. Parce que juste là, en fait, moi, j'estimais. En fait, j'avais du respect pour Poutine. J'avais du respect pour Poutine. J'avais du respect pour son travail. Je trouvais que jusqu'à là, il y avait des avantages et des inconvénients à vivre en Russie. Il y avait des défauts en Russie. Il y avait plein de choses à faire qui n'allaient pas. Je suis d'accord. Mais globalement, c'est un pays qui était bien parti, qui était sur une bonne lancée. Et j'avais du respect pour le travail de Poutine. Alors, j'ai jamais été poutinolâtre maladif comme certains qui sont dans le culte de la personnalité, qui le voient comme un demi-dieu, etc. Non, mais par contre, voilà, j'avoue sans problème, et même encore aujourd'hui, que jusqu'à février, le travail de Poutine était critiquable. Il y avait du bon, mais dans l'ensemble, c'était du bon travail, et le pays allait de l'avant. Le pays, les défauts qu'il y avait dans le pays, moi je les voyais se résoudre. Tu vois, je les voyais, par exemple, le manque
le manque d'industrie, d'innovation, de produits propres de qualité et qu'on a envie d'acheter. C'est quelque chose qui manquait et qui manque maintenant aussi cruellement. Maintenant c'est carrément mort. Mais c'est quelque chose que je voyais changer. Tu vois, c'est quelque chose que voilà, je voyais dans le futur comme étant possible de résoudre parce que voilà, le pays était sur une bonne tendance. Il y avait voilà, des programmes qui étaient mis en place, des visas, aider les spécialistes de l'IT à venir en Russie, etc. Et puis globalement, à l'international, la Russie n'avait pas une si mauvaise image que ça. Sauf chez les haters, bien évidemment, c'est les anti-russes, les débiles anti-russes, les vrais russophobes, cela existe aussi. Effectivement, voilà, pour eux. Mais sinon, dans l'ensemble, franchement, la Russie s'en sortait pas si mal à l'international. C'est un pays qui a été quelque part respecté, et Poutine était respecté. Donc bref, il attaque l'Ukraine le 24 février, ou le 21, 24 je crois. Bref, c'est pas grave. Et il nous dit, voilà, c'est pas une guerre, c'est une opération militaire spéciale pour dénazifier l'Ukraine, parce que là-bas, il y a des nazis, et parce que voilà, les russophones voilà, sont oppressés, et voilà, ou même se font tuer, se font attaquer, etc. Chose que je peux croire. J'ai été en Ukraine, effectivement, l'est de l'Ukraine est très russophone, des histoires avec l'Ukraine, ça fait des années qu'on en entend. Moi-même, bah, j'ai des connaissances en Russie qui ont de la famille en Ukraine et qui m'ont dit qu'effectivement, bah, il y avait vraiment des problèmes en Ukraine avec des russophones qui étaient voilà, un petit peu mis dehors, du genre, écoute, soit tu deviens ukrainien et tu parles ukrainien, soit tu dégages, tu vois. Donc c'est une réalité, ça. Donc il nous a dit ça. Donc moi j'ai entendu, bon écoute, on va dénazifier les mecs qui font chier les russophones, on va nettoyer en fait l'Ukraine pour que les russophones puissent vivre en paix en Ukraine, et puis on se rentre chez nous. Voilà, c'est comme ça que je l'ai compris. On va là-bas, on fait en sorte de dégager les connards, comme ça les russophones, donc les nôtres, ceux qui nous sont proches éthiquement et culturellement et linguistiquement, peuvent vivre en paix en Ukraine. On nettoie tout ça et puis on rentre au bercail. Ça va durer quelques jours. C'est comme ça qu'on l'a reçu. Bon, quand j'ai entendu ça, j'ai dit bon, écoute, ok. Est-ce qu'il y a des nazis en Ukraine, au fait? Oui, il y a des nazis en Ukraine. Est-ce qu'il y a 45 millions de nazis en Ukraine? Non, bien évidemment. Il y en a quelques-uns, comme en Russie d'ailleurs. En Russie, t'as des nazis. En fait, t'as des nazis dans tous les pays. Hein. Je veux dire, s'il faut dénazifier le monde, il faut attaquer tous les pays du monde. Mais c'est vrai qu'il y en avait en Ukraine, mais il n'y en a pas 45 millions. Tu vois, aujourd'hui, quand on entend des débilités, dire les ukro-nazis, je ne suis pas d'accord avec ça. Alors, est-ce qu'il y a des ukro-nazis? Oui, il y en a, mais les gens actuellement qui sont en train de se défendre dans le Donbass ou qui sont en train d'essayer de récupérer leur territoire, c'est pas des ukro-nazis. Alors, il y en a forcément dans le lot, mais la plupart des Ukrainiens ne sont pas des nazis, c'est des conneries. Il n'y a pas 45 millions de nazis en Ukraine. Et moi-même, quand j'ai été en Ukraine, je n'ai jamais croisé un nazi. Je dis pas qu'il n'y en a pas, je répète. Je dis pas qu'il n'y en a pas. Mais il faut arrêter de croire que tous les Ukrainiens qui sont non russophones sont des nazis. C'est pas vrai. Mais bref, on nous l'a présenté comme ça. Au bout de quelques jours, bon, ça dure un peu plus longtemps, une semaine, 2 semaines. On nous faisait l'éloge. Parce qu'en fait, il faut savoir que voilà, comme je suis parfaitement russophone, bah, je suis les nouvelles en russe, je parle avec d'autres Russes en Russie sur la situation, etc. Bref, en fait, je réceptionne l'information comme un vrai Russe, tout simplement. Je vis dans la Russie profonde que tu es en train de voir à l'Ukraine, que tu es en train de voir à l'écran, loin de Moscou. Je suis à Vladivostok, machin, tu vois. Bon, pas actuellement. Mais tu vois, j'entends ça, je vois ce truc qui commence à durer. Alors au début, en fait, je m'inquiétais pas trop. Pareil, j'avais confiance voilà, dans le travail de Poutine. Toutes ces années-là, j'estimais que voilà, son travail méritait du respect. Donc en fait, j'accordais vraiment du poids à ses paroles. J'accordais vraiment du poids quand lui, il dit, voilà, c'est une opération militaire spéciale, c'est juste pour voilà, dénazifier, démilitariser aussi. Apparemment, il y avait des militaires, ça je le crois aussi. Et puis ensuite, on rentre au bercail. Voilà, moi je dis, écoute, fais ton truc, ça va durer 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et les 3 premiers mois, en fait, j'étais assez positif. Je me disais, bon, ça dure un peu plus longtemps que prévu, ça fait partie des risques quand tu mets une opération comme ça, c'est pas très grave, etc. Donc les 3 premiers mois, j'étais assez optimiste, j'ai dit, bon, bientôt ça va se finir, ça va peut-être durer 3 mois.
Les Occidentaux vont mettre leurs sanctions, ce qu'ils ont mis. Ils ont mis leurs sanctions. Et puis voilà, ça va se terminer. Ça va faire comme voilà, ça va faire comment dire, la Crimée. Voilà, ça va se tasser. Et puis dans 1 ou 2 ans, on n'en reparlera plus. Ce sera annexé ou ce sera voilà, pas encore annexé, ça c'est pas plus tard. Voilà, ce sera une opération dont on ne parlera plus, etc. Bref, et puis 3 mois après, on commence petit à petit à se rendre compte que ce conflit dure. Donc 3 mois, 4 mois, 5 mois. Et puis j'en parle avec des Russes, tu sais, voilà, des potes à Vladivostok, des bagnolards, des gens que je connais, etc. Puis on commence à se poser des questions. Et je te parle en fait de questions de personnes qui à l'origine, ils étaient assez neutres par rapport à cette opération. On disait, bon, voilà, il faut faire ce qu'il faut. C'est vrai qu'en Ukraine, il y a des problèmes, il faut régler ça, il faut qu'ils règlent ça, et puis voilà. Mais au bout de 3 mois, 3 mois, j'étais encore assez confiant. 4 mois, je commence à dire, bon, ça commence à durer là quand même. 5 mois, 6 mois, là je dis, attends, là ça commence vraiment à puer. Ça commence vraiment à puer, là il y a un truc qui va pas. Soit on nous dit pas tout, soit on nous dit pas tout. Tu vois, soit c'est une guerre, c'est pas juste démilitariser, dénazifier l'Ukraine et puis on rentre au bercail, soit c'est plutôt une volonté de prendre du territoire, ce que je trouve inutile parce que la Russie est tellement grande que tu peux faire venir 4 fois l'Ukraine dedans, il n'y a pas de problème, il y a de la place pour tout le monde. Et là, je commence à me poser des questions. Et puis les gens autour de moi aussi, tu vois, des potes, par exemple, de voitures, on parle du sujet, on se dit, mais attends, ça commence quand même à durer ce truc-là. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Et toi, qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu vois, commence à parler comme ça. Bref, le temps commence à passer, on arrive à peu près à 6 mois de conflit, qui est en fait une guerre. Et puis les gens sont pas dupes, tu vois, les gens sont pas dupes. Alors, t'en as qui sont dans le déni. En fait, je dirais que la plupart des Russes aujourd'hui, officiellement, 80% ou 75% des Russes soutiennent la guerre en Ukraine. Alors, je pense qu'au début de la guerre, je pense que c'était vrai. Je pense que c'est des chiffres vrais. Aujourd'hui, j'en doute fortement. Après, j'ai pas interrogé tous les Russes, mais aujourd'hui, j'en doute fortement de ces chiffres-là. Mais en tout cas, voilà, les gens sont pas dupes. Et voilà, c'est vrai qu'en Russie, tu as ceux qui sont dans le déni ou qui sont dans le fanatisme, hein, qui soutiennent ce qui est en train de se passer. Et puis tu as ceux qui se sont réveillés, un petit peu comme moi, qui disent écoute, on se rend compte que finalement, c'est une invasion, c'est une guerre, qu'il y aura des dizaines de milliers de morts, que cette guerre va coûter un pognon fou à la Russie, que les sanctions sont bien là et qu'elles vont pas disparaître. Et qu'en gros, on nous a dit que c'était qu'une opération spéciale de démilitarisation, de dénazification, et qu'au final, là, t'as Poutine qui a annexé 4 parties de l'Ukraine. Bon, c'est une guerre, c'est une invasion. Voilà, il faut appeler un chat un chat. Sauf qu'en Russie, tu n'as pas le droit d'appeler ça une guerre ou une invasion. Sinon, rappelle-toi, tu vas en tôle. Je sais, c'est fou, mais c'est comme ça. Donc ce qui fait que voilà, t'as une société aujourd'hui en Russie qui est divisée. T'as ceux qui sont à fond derrière ce qui est en train de se passer, donc ceux qui sont mobilisés et qui sont contents de mobiliser et qui y vont. T'as la mobilisation, j'en ai pas encore parlé d'ailleurs. Et puis t'as ceux en fait qui sont ouvertement contre, mais qui n'en parlent pas trop, parce que si tu dis que tu es contre ce qui est en train de se passer en Ukraine, tu risques au minimum une amende, et puis te faire ficher et te faire surveiller après. Ou sinon tu vas en tôle. Donc en fait aujourd'hui si tu es contre le fait contre les actions qui sont menées aujourd'hui en Ukraine par la Russie, tu vas en tôle, soit tu te tais, soit tu quittes le pays. Sinon tu risques des gros problèmes. Donc là, en fait, si tu veux, tout ce qui est liberté d'expression, etc. Alors il y a 1 an, la Russie, je considérais qu'elle était plus libre que la France. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, quand je vois des dissidents sur Internet, soi-disant dissidents, qui se plaignent de on m'a censuré mon message, on a supprimé ma vidéo, on a supprimé mon message, mais rien, c'est rien du tout ça. C'est rien du tout ça. C'est rien que le fait que tu puisses dire que je vois sur Internet les mecs qui critiquent Macron à longueur de journée. Attends, je dis pas qu'ils ont tort, hein. Je dis pas qu'ils ont tort, je répète bien. Mais qui critiquent Macron à longueur de journée, qui critiquent
l'Union européenne, qu'ils appellent la France une dictature, etc., qu'il n'y a pas de liberté d'expression, etc., le Coco 19, etc. Attention, je ne dis pas qu'ils ont tort, je répète. Mais entre-temps, ces gens-là, ils sont sur Internet, ils font leurs vidéos, ça se passe bien. Effectivement, des fois, il y a des chaînes qui sautent, il y a des vidéos qui sautent, il y a des messages qui sautent. Ça s'appelle la censure, qui est bien existante en France ou en Europe. Fais ça la même chose, fais exactement la même chose en Russie. Et au lieu de critiquer ouvertement dans tes vidéos Macron, tu critiques Poutine, ouvertement. Non, on va pas supprimer tes messages. On va pas supprimer ta vidéo. On va aller chez toi, on va frapper à ta porte. Ok. Et tout ce que tu... Et c'est... Des fois... Enfin bref. C'est vrai que moi, il y a un an, tu vois, tu m'aurais dit ça, je t'aurais pas cru. Je pensais pas que la Russie, il y a un an, deviendrait comme elle est aujourd'hui. Mais aujourd'hui, voilà, tu vas en Russie, un pays où tu n'as pas de liberté d'expression, pas de liberté de protestation, pas de liberté de manifester ton désaccord. Et ce qui explique, au fait, aujourd'hui, pourquoi, en fait, les Russes ne font rien. J'ai eu des remarques comme ça, oui, mais pourquoi, en fait, les Russes ne font rien? Pourquoi ils ne, ils ne contestent pas les actions de Poutine? Pourquoi ils disent pas bon, on en a marre de cette guerre, ça suffit, ça fait 8 mois que ça dure? Pourquoi il n'y a pas de manifestation dans les rues? Pourquoi il n'y a pas plus de voix qui s'élèvent? Mais mec, c'est parce que tu es en Russie. Ici, quelqu'un qui commence, comment dire, à protester dans la rue, il finit en tôle. Quelqu'un qui commence à faire des vidéos, qui commence activement à dire je suis contre la guerre, etc., il finit en prison. Et pour des années. Tu comprends? Toi, avec ton petit message qui est supprimé, ou ta vidéo qui est supprimée, mais c'est rien du tout. Tu as la liberté d'expression. Comparé en Russie, c'est un autre niveau, tu comprends? C'est pour ça qu'en fait, en Russie, tu as l'impression d'extérieur que tout le monde accepte la situation. Alors que c'est faux. Tout le monde n'accepte pas la situation. Tu vois? T'en as effectivement qui sont à fond derrière la guerre, oui, et qui sont contents d'être mobilisés et qui vont à la guerre mobilisés et contents, fiers d'aller, entre guillemets, défendre leur patrie. Alors qu'en fait, finalement, c'est la Russie qui a attaqué l'Ukraine, on est bien d'accord. Mais tu as aussi un tas de gens qui ont peur et qui s'expriment pas, qui sont contre la guerre, qui veulent que ça s'arrête demain, qui ne veulent pas de ça, qui dès le départ pensent que cette attaquer l'Ukraine a été une erreur, mais qui peuvent pas s'exprimer, sinon ils vont en prison. Tu comprends? C'est pour ça que j'insiste aussi en fait aujourd'hui. Certains m'ont dit oui, tu critiques la Russie, etc. depuis que tu es parti. Non, moi j'aime toujours autant la Russie et les Russes. J'ai passé des années merveilleuses en Russie. Ma femme est russe. Je suis à moitié russe. Certains m'ont dit ouais, t'es un russophobe. Non, c'est certains pro-russes débiles. Comment je peux être russophobe? Je suis moi-même à moitié russe, ma femme est russe. Et ici, actuellement, aujourd'hui, je ne fréquente que des Russes, pas un Français. Et je sors qu'avec des Russes. Tu vois? Et moi, j'aime la Russie et les Russes. Mais c'est pour ça que en fait, comment dire? Si par exemple vous croisez des Russes à l'étranger, ne leur en voulez pas pour ce qui est en train de se passer. Tu as effectivement une partie de la population qui est pour ce qui est en train de se passer, mais tu as aussi beaucoup de Russes, dont beaucoup sont partis. Il faut savoir que plus de 700 000 Russes ont quitté la Russie depuis la mobilisation. Mobilisation en fait qui ne s'est pas si bien passée. Et ces Russes-là, en fait, qui ont fui la Russie, ils ne sont pas d'accord avec ce qui est en train de se passer et ils y sont pour rien. Donc en fait, il faut pas en vouloir aux Russes. Tu as le peuple russe et le pays, et tu as la politique, c'est différent, tu comprends? Donc là, en fait, moi, ce que je suis en train de passer, c'est des décisions qui ne sont pas prises par la population, mais par un gouvernement. C'est comme en Ukraine. Moi, j'ai rien contre les Ukrainiens. Les Ukrainiens comme peuple, je n'ai absolument rien contre eux. Tu vois? Par contre, effectivement, le gouvernement ukrainien, il est plus que douteux. Et il a aussi ses torts, sa part de tort, dans ce qui est en train de se passer. Comme je te disais, le fait de ne pas vouloir créer une fédération en Ukraine, pour moi, je pense que c'est une grosse erreur, et c'est, entre guillemets, chercher les ennuis. Ensuite, tu pourrais aussi me parler de l'OTAN, que l'OTAN a provoqué la Russie. Je pense qu'il y a une part de vrai aussi là-dedans. C'est vrai que l'OTAN a toujours avancé de plus en plus vers l'Est. Et il y aurait eu, je n'ai pas de preuve de ça, il y aurait eu un accord comme quoi l'OTAN n'avancerait pas plus à l'Est. L'OTAN a fait qu'avancer plus à l'Est, c'est un fait.
C'était pas une raison d'attaquer l'Ukraine, mais c'était une provocation. C'est une provocation qui a fait aussi, voilà, qui a. C'est des petites gouttes comme ça, pas vouloir fédérer, les guérillas en Ukraine, l'OTAN qui avance, les tensions permanentes avec l'Occident. C'est des petites gouttes qui ont fait à un moment donné déborder le vase. Attention, je ne suis pas en train de dire que euh, attaquer l'Ukraine est justifié. J'ai dit, moi, au contraire, qu'il ne fallait pas attaquer l'Ukraine. Parce qu'attaquer l'Ukraine, ça va détruire la Russie. Voilà ce que je pense. Et c'est déjà en train de la détruire. Tu vois, je pense qu'il aurait plutôt fallu, malgré les provocations, malgré le fait que la fédération ne soit pas mise en place en Ukraine, mettre de l'eau dans son vin et dire, ok, les russophones d'Ukraine, vous voulez vivre en paix, venez vivre en Russie, on vous aide financièrement et on vous donne un passeport. Voilà. Et ils auraient pu faire plein de choses. Parce qu'en fait, tout est à construire encore en Russie. Par exemple, mon Extrême-Orient russe, l'Extrême-Orient russe que je connais très bien, que j'ai traversé en bagnole 5 fois, quand même. Hein. Les villes de l'Extrême-Orient russe, je les connais bien, j'ai été dedans, etc. Il y a un potentiel de malade en Extrême-Orient. Il y a un potentiel de fou. Tu peux faire venir 4 Ukraines en Extrême-Orient russe et tu peux en faire une région dynamique, avec une vraie industrie, avec de l'innovation, compétitive par rapport à l'Occident, etc. Ce qui manque, etc. Non. Au contraire, il a été choisi d'aller attaquer l'Ukraine et de s'enliser dans une guerre qui va, à mon avis, détruire le pays. Et qui mène justement à un système qu'il y a aujourd'hui en Russie qui n'est vraiment pas terrible, quoi. Voilà où on en est. Voilà où on en est. Donc aujourd'hui, ça fait 8 mois que ça dure. Je vois pas comment ça peut s'améliorer, ça fait que s'escalader. On voit que l'armée russe galère. Je te cache pas que moi aussi j'ai cru à cette armée russe très puissante, soi-disant deuxième armée du monde. On s'aperçoit que cette soi-disant puissante armée russe, à laquelle moi j'ai moi-même cru, hein, en toute franchise, on s'aperçoit qu'elle n'est pas si puissante que ça, qu'elle galère, etc. Que l'Ukraine maintenant est armée jusqu'aux dents avec du matos beaucoup plus performant. Et que voilà, ça va s'enliser, tu vois. Moi je vois 2 scénarios. Soit ça va continuer à s'enliser et que dans un an on en parlera encore. Voilà, tout simplement. Et que ça va détruire la Russie petit à petit. Soit il va y avoir un affrontement beaucoup plus gros. Un affrontement vraiment Russie-OTAN, hors territoire d'Ukraine. Et qu'il y aura un perdant, un gagnant. Et malheureusement, je pense que si. Alors j'ai pas de boule de cristal. Je dis pas que le scénario que je suis en train de t'expliquer va arriver. Mais si jamais il devait y avoir une guerre vraiment frontale entre l'Ukraine, entre l'OTAN et la Russie, hors territoire d'Ukraine, donc sur le territoire de la Russie, hors proche Ukraine, parce qu'il y a déjà des tensions et puis des missiles qui ont été envoyés sur le territoire russe au bord d'Ukraine, vers Belgorod, etc. Il y a également eu le pont de Crimée, etc. Même si on n'a pas la preuve. Enfin, moi, j'ai pas la preuve que c'est les Ukrainiens qui l'ont fait, mais bon, on peut sérieusement en douter. S'il devait y avoir un vrai conflit OTAN-Russie, moi je pense que c'est l'OTAN qui gagne. Simplement parce que la Russie est déjà affaiblie militairement. Ça fait déjà 8 mois qu'elle est dans un conflit. L'OTAN est encore tout frais. Et puis parce que technologiquement, en fait, la Russie fait pas le poids, simplement. Aujourd'hui, on n'est plus au temps de Staline où t'envoyais une grande horde de chair à canon pour tout envahir. Non. Aujourd'hui, c'est surtout des guerres technologiques et la façon dont tu es équipé, c'est ce qui compte. Et technologiquement, c'est même vrai dans tous les domaines. Hein. La Russie fait pas le poids par rapport à l'Occident. D'ailleurs, tu le vois quand tu es en Russie. En Russie, en fait, les voitures sont occidentales ou nord-asiatiques. Les ordinateurs, les programmes, c'est tout occidental. Les avions qui volent en Russie sont occidentaux. Tout ce qui est technologique est occidental en Russie. C'est ce qui manque à la Russie. Donc voilà, s'il devait y avoir vraiment un gros conflit entre les deux, moi je pense que malheureusement c'est la Russie qui perd. Et que la Russie va falloir faire avec une défaite, quoi. Je dis pas que ça va arriver, mais moi je le vois très très mal barré pour la Russie, là, tu vois. Là, ils ont mobilisé des gens, ce qui est déjà mauvais.
Une mobilisation, ça c'est pas anodin, hein. Même s'il parle de mobilisation partielle. Dans la pratique, on voit que c'est pas une mobilisation partielle. Moi, j'étais en Bouriatie. En Bouriatie, la mobilisation, c'est... Moi, j'y étais, hein, quand ils ont mobilisé. Quand j'ai vu ce que c'était, j'ai compris que, ok, bon, là, ça va trop loin. Mais je me souviens, la première nuit de la mobilisation, le matin, les coups de fil qui passent, les gens qui s'appellent, un pote qui m'appelle, euh, qui me dit, écoute, tu fais quoi? Est-ce que tu viens avec nous? J'ai attends, je vais attendre quelques jours. Bon, après, je suis parti quand même au bout de quelques jours. Euh, sur Internet, les canaux, etc. Des histoires de jeunes hommes qui, au milieu de la nuit, se sont fait sortir de leur lit pour être enrôlés et mettre sur le front. Euh, ont recruté dans les villages un petit peu n'importe qui pour les mettre sur le front, etc. Bref, la mobilisation en Bouriatie a été particulièrement féroce. Alors un moscovite va te dire, mais non, moi j'ai rien senti, tout était normal. Oui, parce que t'es à Moscou. Et qu'à Moscou, je pense qu'ils ont essayé d'épargner Moscou et Saint-Pétersbourg pour pas qu'il y ait trop de rébellions. Mais dans certaines régions, par exemple Bouriatie, la mobilisation était féroce. Là, pareil, à Oulan-Bator, donc en Mongolie où je suis actuellement, il y a aussi beaucoup de Yakoutes. Les Yakoutes m'ont raconté. Hein. Les Yakoutes m'ont dit, mais attends, c'est pas une mobilisation partielle. Ils prenaient tout azimut. Au Daghestan, j'ai également entendu que voilà, la mobilisation était pas très partielle, que c'était plutôt on prend tout un petit peu n'importe qui pour combler les trous, et que voilà, ça n'avait rien d'une mobilisation partielle, hein, en pratique. Après, ça dépend des régions. T'as des régions. Moi, j'ai un petit peu des potes un peu partout en Russie. J'ai des contacts avec un pote qui est au centre de la Russie. Il m'a dit, bon, moi, j'ai rien vu. On n'a pratiquement rien chez nous. Donc, c'est vraiment, en fait, la mobilisation a été inégale dans les régions, en fonction des régions. Tu vois, c'est pas toutes les régions qui ont été mobilisées aussi féroces. Mais en tout cas, un pays qui est capable de faire ça, d'une mobilisation aussi féroce, pour moi, ça veut tout dire. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Euh, je suis très pessimiste pour la Russie. Euh, Il n'y avait pas besoin de ça. En fait, la Russie était bien partie. Les perspectives étaient bonnes, mais en fait, ça restait fragile. Ça veut dire qu'il fallait vraiment pas un truc comme ça. La tangente était bonne. Tu vois, ce qui est arrivé aujourd'hui, enfin, ce qui est arrivé avec l'Ukraine, ce qui arrive encore actuellement, là, la guerre en Ukraine, ça serait arrivé dans 20 ans, avec une Russie beaucoup plus puissante, indépendante technologiquement, beaucoup plus industrialisée. J'aurais eu un discours différent. Alors j'aurais peut-être condamné l'attaque de l'Ukraine, je sais pas, en 20 ans, mais j'aurais été moins inquiet pour la Russie parce qu'elle aurait été beaucoup plus forte, tu vois. Et là, on avait quand même une Russie qui était bien partie, qui était sur le bon rail, mais qui était dans le fond encore fragile, tu vois, qui était pas prête pour un truc comme ça. Et là, elle s'est lancée dans une guerre que je pense elle ne pourra pas. Alors, elle survivra. Elle survivra. La plupart des Russes ne sentent pas vraiment les sanctions, parce que la plupart des Russes sont pauvres. Quand on te dit oui, mais les Russes ne sentent pas les sanctions, c'est vrai je pense que c'est vrai pour 75% des Russes, oui. 75% des Russes ne sentent pas les sanctions. Mais tu sais comment ils vivent, eux? Ils vivent comme des érémistes. Tu comprends? Donc quand t'es pauvre, t'es pauvre. Quand t'es pauvre, bah tu vis dans une pièce dont t'as hérité, donc t'as pas de loyer. Tu manges de la bouffe de base non importée. Tu ne voyages pas, tu prends jamais l'avion. T'as une voiture de ce qu'il y a de plus simple. Tu sors jamais de ton village ou de ta région. C'est ça être pauvre. Donc effectivement, tu peux mettre toutes les sanctions que tu veux à des gens pauvres. Ils seront juste plus ou moins pauvres. Par contre, pour des gens un peu plus aisés, ou voilà, un peu plus ambitieux, ou même pas aisés, même un russe qui gagne rien que. Parce que tu vas me dire, c'est déjà un très bon salaire en Russie, mais rien qu'un russe qui gagne que rien que 150 000 roubles par mois, ce qui actuellement fait un peu moins de 3 000 euros. En Russie, c'est déjà un très bon salaire. Par exemple, à Vladivostok, 150 000 roubles par mois, c'est déjà un très bon salaire. C'est-à-dire que tu as un directeur, ou voilà, tu as déjà une pièce chadée, quoi. Tu as 40 piges, bref, tu vois, tu t'en sors bien. Ou tu as, un expert de l'IT, c'est déjà un très bon salaire. Mais rien que pour soi, là, des Russes qui gagnent 3 000, 3 000 euros par mois, rien que pour eux, bah, déjà, les sanctions, ils le sentent. Hein. Ils le sentent dans les voyages, dans les pièces de voiture, l'entretien de voiture qui est devenu cher. Euh,
Ils le sentent voilà, dans les produits importés qui sont devenus beaucoup plus chers, qu'ils ont l'habitude de consommer, par exemple les habits, etc. Les habits, faut pas croire tout ce qu'on dit en Occident sur les Russes super tradis, etc. Les Russes ils sont au moins aussi fashion victimes que les Européens. Les Russes sont très dans le m'as-tu vu, ce sont des flambeurs. Et ils aiment bien voilà, montrer, dès qu'ils ont un petit peu de... Même une petite réussite, ils aiment bien le montrer. Bon, les prix aujourd'hui ont explosé. Mais le pire, je crois que c'est le voyage. Le voyage, les prix sont complètement dingues. Parlons de voyage, les avions. Il faut savoir que les avions des compagnies aériennes russes, ce sont des avions occidentaux. Moi, la dernière fois que je suis monté dans un avion russe, ça remonte à, je sais pas, 8 ans peut-être, 8-9 ans. La plupart des d'avions de ligne que tu prends en Russie, ce sont soit du Boeing ou de l'Airbus. Il n'y a pas vraiment d'industrie de l'aviation en Russie qui est opérationnelle, tu vois, si on est objectif. Les voitures, pareil, les voitures russes, franchement, est-ce que tu as envie de les acheter? Bah non, comme les Russes, ils roulent pas en voiture russe. Alors, effectivement, les trois quarts de la population, voilà, qui sont selon les standards français pauvres, ils roulent dans des Lada ou dans des vieilles japonaises, oui. Mais sinon, les autres, ceux qui ont un petit peu d'argent, ils roulent que dans des voitures importées. Ils consomment des voitures importées, ordinateurs importés, du MacBook, du iPhone, des Nike, du Reebok, de l'Adidas, toutes les marques européennes. Je dis pas que c'est bien ou mal, c'est juste un fait. Ils prennent de l'avion européen ou américain, ils utilisent des programmes américains ou occidentaux, et eux, ils le sentent, les sanctions. Ils le sentent, les sanctions. Moi, par exemple, quand j'étais en Russie, je sentais les sanctions. Par exemple, je voulais aller voler quelque part. Bon, le billet, je l'aurais payé. Alors là, ça a baissé un petit peu. Les prix sont un petit peu tassés. Là, par exemple, un billet depuis la Russie pour une destination d'Asie me coûterait à peu près 3 fois plus cher que là où je suis actuellement. Et il y a 2 mois, ça me coûtait 10 fois plus cher. 10 fois plus cher le billet que là je suis actuellement. Voilà. Donc c'est quand même un impact. Donc non, la vie en Russie a changé. La vie en Russie, il y a des inconvénients. Et là, en fait, moi, je suis en train de te parler de matériel, mais pense à tous les gens qui sont morts en Ukraine, tous les soldats russes et ukrainiens qui sont morts en Ukraine, qui vont mourir, les pauvres mecs là qui sont mobilisés. T'en as certains, effectivement, qui vont la fleur au fusil, qui sont contents d'y aller. Mais t'en as aussi qui sont pas contents d'y aller. Et parmi ces mobilisés, tu crois qu'ils vont tous rentrer? Pareil, tu vois, on nous a dit, oui, ils finiront pas sur le front. C'est pas vrai. Il y a déjà des mobilisés sur le front. Tu vois, encore un mensonge. On nous a dit, oui, il y aura pas de mobilisation. Quelques jours avant que la mobilisation soit annoncée, mec, on nous a dit, il y aura jamais de mobilisation. Quelques jours après, mobilisation. Quelques jours avant que Poutine attaque l'Ukraine, personne ne s'attendait à une attaque. Et on nous avait dit non, mais... D'ailleurs, Poutine avait dit en 2014, juste après qu'il ait récupéré la Crimée, il a dit « Vous en faites pas les Ukrainiens, vous n'êtes pas les prochains sur la liste. » Non. Il a attaqué l'Ukraine. Après, il n'y aura pas de mobilisation. Il y a une mobilisation. Voilà. Tu vois, donc au bout d'un moment... tu veux croire qui? Et c'est pour ça aussi que beaucoup de Russes partent. Beaucoup de Russes partent et sont en train de partir. Parce qu'ils n'ont pas envie d'être mobilisés, ils n'ont pas envie de finir sur un front, ils ont envie de vivre tout simplement, tu vois. Ils n'ont pas envie d'aller mourir pour une guerre qui va mener à rien finalement. Tu vois, qui va soit s'enliser, soit ça va finir en conflit général, et puis voilà. La Russie sera perdante je dis pas que l'Occident ne va pas y perdre. D'ailleurs, l'Occident y perd aussi actuellement. L'Occident souffre aussi actuellement de cette guerre et de ses propres sanctions. On est bien d'accord. Mais il ne faut pas croire que le discours pro-russe, oh la Russie ne souffre pas, c'est du blablabla. C'est valable pour une certaine part de population seulement. Si toi, par exemple, tu es étranger et que tu viens vivre en Russie, tu n'as pas de logement à toi. Donc il faut que tu payes ton logement. Il faut que tu le saches. Et forcément, tu vas pas venir en Russie pour gagner 300-400 balles par mois. Tu vas venir en Russie pour être dans un certain confort, pour gagner au moins plusieurs milliers d'euros par mois, pour te faire plaisir, avoir un logement de qualité, une voiture de qualité, voyager, te faire plaisir. C'est pour ça que tu pars t'expatrier. C'est pour ça que tu pars dans un autre pays pour vivre mieux. Bon.
Donc forcément, tu seras dans la tranche des personnes qui vivent le mieux en Russie. Bah toi, euh, les sanctions, tu les sentiras. Pour tes virements vers l'étranger, depuis l'étranger, effectivement, il y a des solutions, etc. C'est pas un problème. Mais c'est chiant. C'est chiant. C'est chiant. Tu vois. Si t'es entrepreneur, c'est chiant. Si t'es entrepreneur, c'est chiant parce que voilà, t'as l'effet des virements. Par exemple, tu vas entreprendre en Russie, bah, tu vas manquer d'outils, par exemple. Tu vas manquer de machines-outils. Ou tu vas manquer de produits importés qui sont importants pour ton business. Tu sais, la Russie produit très peu. Hein. Elle a les hydrocarbures, notamment le gaz. Hein. Aujourd'hui, on parle beaucoup du gaz russe, et c'est vrai. C'est la première source de gaz dans le monde, hein, la Russie. Hein. Mais à part les hydrocarbures, très sincèrement, dis-moi dans les commentaires, euh, tu consommes quoi de russe tous les jours? Rien. Bah comme les Russes. Les Russes, à part le thé, la soupe aux betteraves, les pommes de terre, et encore, certaines viennent de Chine ici, euh, et l'essence et le gaz, bah tu consommes que de l'étranger. Eh oui, tu consommes que de l'étranger. Ou alors tu te contentes de la basse qualité, parce que les produits russes sont de basse qualité par rapport à l'étranger. La preuve, c'est que les Russes eux-mêmes consomment étranger. Aussi patriotes qu'ils soient. Hein. T'as des mecs très patriotes qui se disent super patriotes, qui sont à fond derrière ce qui est en train de se passer, mais entre-temps, tu vois sur eux, ils ont tout occidental. La voiture, la montre, les habits, tout. Ils partent en vacances en Thaïlande, tu vois. Donc, on en est là. On n'avait vraiment pas besoin de ça, tu vois. C'était le truc qu'il fallait pas. Qu'il fallait pas. C'est dommage parce que tout était bien parti. Et surtout, on s'y attendait pas. Moi, franchement, je m'y attendais pas du tout à ce qui est en train de se passer. Tu m'en aurais parlé il y a un an, je t'aurais pas cru. Je t'aurais dit, arrête d'écouter ta propagande occidentale, c'est des conneries. Mais aujourd'hui, on y est. On y est et c'est la même merde. Voilà, c'est la même merde. Et c'est la même merde. Voilà, dis-moi dans les commentaires ce que. Pareil, au bout d'un moment, ça va quoi, tu vois. Poutine n'est pas la Russie et la Russie n'est pas Poutine, tu vois. Il ne représente pas tout le monde. Euh, et voilà. C'est comme si moi je te disais, admettons que tu n'aimes pas Macron, j'en sais rien. Admettons que tu veux pas te blairer Macron. Bah, je te disais, voilà, la France a pris cette décision-là. Non, c'est pas la France, c'est Macron. C'est le gouvernement français, mais c'est pas la France. Voilà. Dis-moi dans les commentaires si tu trouves que Macron te représente ou pas. Voilà. Moi, Macron ne me représente pas. Je ne veux pas être défini par Macron. Quand je vais à l'étranger, j'aimerais pas que t'es français, donc t'es comme Macron. Non, c'est pas vrai. Non, Macron c'est quelqu'un, moi je suis quelqu'un d'autre. Donc voilà, faites la distinction entre Russie et politique russe, ce sont des choses différentes, ok. Et voilà, et à l'étranger, je vous demande, voilà, ne mettez pas tous les Russes dans le même panier. Effectivement, il y a des Russes qui rentrent dans un fanatisme débile, mais tu as aussi des Russes qui n'y sont pour rien, et c'est la plupart d'entre eux, ils y sont pour rien pour ce qu'il arrive. Et c'est juste des gens qui ont envie de vivre en paix, qui demandent qu'à vivre en paix, tranquille, vivre en famille, travailler, et ils ne sont absolument pour rien ce qu'il y a dans ce conflit, quoi. Dans ce conflit, quoi, tu vois. Ce sont juste des gens comme toi et moi qui subissent des décisions d'un gouvernement et on leur a pas demandé leur avis et puis c'est tout. Toi tu subis, que tu sois d'accord ou pas d'accord, tu subis que les actions que Macron prend et puis le gouvernement européen. Les Russes subissent que les décisions de Poutine et les Ukrainiens subissent les décisions de Zelensky. Voilà. Ensuite les gens, c'est juste des gens qui ont envie de vivre en paix, Alors effectivement, il y a toujours des connards, des fanatiques, des militants dans l'eau, on est bien d'accord, mais pas tous, ok. Voilà, la plupart des Russes sont des gens bien, ok. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. La plupart des Russes sont des gens bien et ils ne représentent pas ce qui est en train de se passer. Là, j'insiste là-dessus. Voilà, partage cette vidéo, laisse ton commentaire en bas. Pour les commentaires, donc t'es prévenu, les fanatiques, les trolls, etc., vous dégagez. Je suis ouvert à la discussion, mais après, quand c'est la haine, quand c'est les insultes, vous êtes ici sur mon espace.
Donc respectez mon espace, bah, sinon c'est comme si vous étiez chez moi. Un invité chez moi qui commence à m'insulter, bah, je lui mets un coup de pied au cul et je le mets à la porte. Et toi tu ferais la même chose. Mets ton like et regarde dans la description si tu veux vivre à l'étranger. Alors la Russie c'est plus vraiment la Russie d'aujourd'hui. Alors peut-être que ça va changer, hein. Peut-être il y a espoir pour que ça change, il y a espoir pour que la Russie change et redevienne un pays intéressant. Aujourd'hui, c'est plus un pays que je te conseille. Si tu es un homme libre, du moins, si tu es un électron libre, un homme libre, euh, que tu aimes penser par toi-même, que tu n'aimes pas subir une propagande. On parle beaucoup de propagande woke et LGBT, tout ça là, pour l'Occident. On en parle beaucoup de ça en Russie d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Mais en Russie, tu as aussi un endoctrinement en ce moment, un endoctrinement pro-russe, des enfants, etc. Tu vois, c'est pas neutre. Tu vois, il y a chaque côté, que ce soit l'Occident ou la Russie, a sa propagande. En fait, c'est propagande contre propagande et endoctrinement contre endoctrinement. En fait, il y a pas un gentil, un méchant dans l'eau. C'est chacun se bat en fait finalement pour ses intérêts. Et puis moi, si tu veux savoir, au fond de ma pensée, c'est que je pense que de toute façon, ça va finir en gouvernement mondial. Je pense que malheureusement, Jacques Attali, quand il parle, bah, ce qu'il prédit, c'est l'avenir. Je pense que malheureusement, il va y avoir un gouvernement mondial. Et qu'aujourd'hui, en fait, à quoi on assiste, en fait, finalement, bah, c'est une bataille pour ceux qui voilà, auront le plus de, d'impact, d'influence dans ce gouvernement mondial. Mais je pense que finalement, c'est inévitable et que attention, j'ai pas dit que j'étais pour. Bien sûr que moi je suis dans l'idéal pour un monde multipolaire, très à la mode en ce moment, pour un monde où on respecte les peuples, etc., où il y a des indépendants, des pays indépendances. Mais je pense que malheureusement, il ne faut pas rêver et que voilà, ça va finir par arriver et qu'aujourd'hui, voilà, c'est juste des entités voilà, qui essaient de voir comment ils vont se partager le morceau, tout simplement. Voilà, je te laisse là-dessus. Et puis à plus tard. Regarde dans la description si tu veux vivre à l'étranger, j'ai des solutions pour toi. Si toi, bah, justement, tu es plutôt un homme libre, que tu te laisses pas laver le cerveau pour une propagande, qu'elle soit pro-occidentale ou pro-russe, hein, d'ailleurs. Hein. Que toi, bah, tu as assez de cervelle pour réfléchir par toi-même, pour faire la part des choses, pour dire écoute, là, effectivement, tu as raison, mais là, t'as merdé. Rejoins mes contacts privés, le premier lien dans la description. Et puis, c'est tout pour aujourd'hui.